Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue dans le journal de la synergie des médias de ce mercredi 26 juin 2024. Le 26 juin justement, c'est la journée internationale de soutien aux victimes de la torture et la radio publique africaine RPA, la radio Inzamba Gatikakawe et la télévision Renaissance en partenariat avec l'organisation SOS Torture ont travaillé main dans la main pour décortiquer cette problématique qui gangrène la société burundaise, surtout depuis la crise de 2015 jusqu'aujourd'hui, et cela sans que personne ne voie une volonté manifeste du gouvernement pour l'endiguer. Le constat amer est que les auteurs de ce crime continuent de se la couler douce et ne sont nullement inquiétés. Les voies de solution de ce phénomène, c'est dans ce journal de la synergie des médias. Voilà pour le sommaire de cette édition. À la présentation, vous êtes avec Joséphine Johnson-Dumana et Émile Nibasumba. Soyez les bienvenus. Le 26 juin, c'est la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture, une occasion d'alerter les États à respecter les conventions relatives à la lutte contre la torture. Mais cette journée survient aujourd'hui dans un contexte où au Burundi, les cas de torture sont quotidiennement rapportés. Les auteurs de ces crimes ne sont jamais poursuivis. Au contraire, ils sont même protégés par le gouvernement. Pierre Gahungu nous fait le point de la genèse de la journée. Par la résolution 52/149, adoptée le 12 décembre 1997, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 26 juin Journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture, en vue d'éliminer totalement la torture et d'assurer l'application effective de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui est entrée en vigueur le 26 juin 1987. Cette journée fait appel à toutes les parties prenantes, y compris les États membres de l'ONU, la société civile et les individus à travers le monde, pour s'unir et soutenir les centaines de milliers de personnes qui ont été ou sont encore victimes de torture. Mais 27 ans après l'adoption de cette journée, certains pays sont loin de l'objectif visé par les Nations unies. C'est le cas du Burundi où les cas de torture sont signalés au quotidien, particulièrement depuis 2015, pendant et après les manifestations contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Les organisations de défense des droits humains, tant nationales qu'internationales, ne cessent d'établir des rapports qui font état de la torture comme une arme de répression du régime burundais et comme un des graves crimes qui se commettent dans le pays. Selon ces rapports, les principaux auteurs de la torture sont des agents du service national des renseignements, des policiers et des jeunes du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, appelé Imbonerakure, dont les actes restent totalement impunis. Pire, dans le but de perpétuer cette impunité, le 27 octobre 2017, le Burundi est devenu le premier pays à se retirer du statut de Rome de la Cour pénale internationale afin de soustraire les responsables de ces crimes des poursuites internationales. Merci bien, Pierre Gahungu. Et parmi les nombreuses victimes de la torture au Burundi, c'est le cas d'Egide Nkunzimana qui est maintenant en exil. Il habitait au quartier 4 dans la zone d'Ongagara en mairie de Bujumbura. Il a été arrêté chez lui avant qu'il ne soit amené dans les enceintes du bureau du service des renseignements situé dans le quartier 9 de la même zone d'Ongagara où il a été soumis aux différentes formes de torture. Il a été sauvé alors qu'il allait être exécuté par des policiers et des agents du renseignement burundais au cachot de la zone Kinama. Suivez. Mu quartier 9 narabonye uwo bazanye umutwe bakase baraza bafise umutwe w'umuntu bantamika donc parti yaho bakase bantamika amaraso basiga ku munwa bamubwira ngo mugene wanyu ngo ndaboshe jewe hanini nazane nuzuye umwiheburo nari nababaye nari ndindiriye ugo rupfu. Quand j'étais au quartier 9, je les ai vus arriver avec une tête humaine coupée. Ils m'ont fait avaler le sang qui en dégoulinait. Ils en ont mis sur ma bouche et me disaient « Mange-le, c'est un des tiens ». J'étais désespéré. Je n'attendais que ma mort. J'étais toujours ligoté. Je ne réfléchissais pas. C'étaient des policiers qui étaient avec un certain Félix. Ce sont eux qui m'ont amené la tête humaine coupée. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit entre eux. Ils m'ont pris et m'ont violemment jeté dans le véhicule, comme s'ils jetaient un tronc d'arbre. J'avais toujours les bras ligotés. Ils ont pris la route. Cette tête coupée a été amenée en provenance de la documentation même, au quartier 9. Leur cachot était plein de personnes. Je sentais une odeur nauséabonde de sang de là où j'étais, même s'il faisait nuit. On comprenait bien que des gens y avaient été tués.
Je n'ai jamais été à l'intérieur du cachot de la documentation du quartier 9. Ils m'ont par la suite déplacé vers le quartier de Kinama. J'étais toujours ligoté. Je ne sentais plus rien. Ils m'avaient fait des injections. Je pensais à un moment que je n'avais plus de bras. Je ne les sentais plus sur moi. Ils m'ont fait ces injections au quartier 9. En fait, il y avait un homme dans le pick-up. Je ne sais pas si c'est lui le spécialiste de ces injections, mais il a dit aux autres, je vais lui faire l'astuce là. Il m'a fait ces injections au bras et je ne sentais même plus mes doigts et mes ongles. Jusqu'aux environs de 5 heures du matin, quand j'avais encore les bras ligotés derrière, je pensais qu'il m'avait coupé les bras au niveau des coudes parce que je ne sentais plus rien du tout dans mes bras. Cette nuit-là, Félix est venu et m'a ordonné de me lever et de le suivre. Me lever était très difficile. Il y avait des jeunes qui étaient emprisonnés là, eux aussi, qui m'ont aidé à me lever. Félix m'a amené dans une sorte de bureau. C'était à la commune de Kinama. Je l'ai suivi. Il est allé s'asseoir derrière ce bureau et j'ai pris la chaise en face de lui. Il me regardait droit dans les yeux et m'a dit « Je veux que tu meures et que je te jette tout de suite dans une toilette. » C'était vers le matin. Après avoir tenu ces propos, j'ai entendu des voix dehors. Je n'entendais plus clairement parce que j'avais perdu beaucoup de sang à cause des coups que j'avais reçus. J'ai entendu la voix d'une personne parlant français, en tout cas qui ne sonnait pas burundais, et qui disait qu'il y avait des personnes qui avaient été amenées là à Kinama, et j'ai entendu que mon nom aussi était cité. À ce moment, 3 policiers sont entrés dans ce bureau pour m'égorger et laisser mon corps là, en attendant qu'on le jette dans une toilette, comme il me l'avait dit. Ce qui m'a montré qu'ils venaient pour m'égorger, c'est qu'ils avaient une corde. Pour éviter qu'il assiste à cette scène, il a incliné sa tête sur la table. Après avoir entendu les voix à l'extérieur, il est sorti pour voir qui ils étaient. Ils avaient toujours la corde en nylon utilisée sur des séchoirs, que je voyais aussi pour hisser le drapeau. Quand il est revenu de l'extérieur, il a intimé l'ordre à ses 3 policiers de retourner d'abord à l'extérieur. C'est à ce moment qu'il m'a fait retourner dans le cachot. Il a suivi l'enregistrement de tous ceux qui étaient là, y compris ceux qui étaient sur la liste de ceux qu'on allait exécuter. Ainsi, nous venions d'échapper à la mort. acankura hasi acansubiza mu bandi ansubije mu bandi ubwo icyakurikiye babana ko barasaba abari ngaho bose sinza bari kuri liste gupfa baribo habayeho kutwandika amazina ivyo gupfa biba birasivye. Un grand nombre de femmes et de filles burundaises ont été également victimes de la torture et de viols commis par les agents de l'État et les Imbonerakure depuis 2015 au Burundi. C'est le constat de la présidente du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, Jeanne d'Arc Daninyana, regrette que la majorité des victimes aient été obligées de fuir le pays dans des conditions difficiles. Elle déplore également l'impunité des auteurs de ces cas de violence. Nous remarquons aujourd'hui des conséquences physiques et psychologiques pour les victimes, en ce sens que beaucoup d'entre eux souffrent des blessures et séquelles permanentes et qui ont engendré des handicaps permanents. Nous remarquons aussi dans ces victimes des troubles psychologiques, dans ce sens que beaucoup d'entre elles ont des troubles de stress post-traumatique et sont victimes de la dépression et de l'anxiété et qui les affectent à long terme. Nous pouvons aussi parler des impacts sur les familles et la communauté, en ce sens que il y a eu des intégrations familiales. Beaucoup de familles ont été déstabilisées. La perte d'un membre de la famille, les traumatismes psychologiques et la stigmatisation qu'ont engendré ces tortures entraînent aujourd'hui des tensions et des conflits familiaux. Il y a eu aussi des intégrations sociales, en ce sens que les communautés ont été fragmentées.
par la méfiance et la peur, les actes de torture et les abus généralisés ont sémé la peur et détruit les liens sociaux, entravant ainsi la cohésion communautaire. On ne pourrait pas manquer de parler des conséquences politiques et sociales causées par ces actes de torture, en ce sens qu'il y a eu érosion de la confiance dans les institutions. Aujourd'hui, la confiance de la population burundaise à l'égard des institutions gouvernementales, judiciaires, compromet énormément la légitimité de l'État, en ce sens que beaucoup de victimes de torture et de leurs auteurs sont des agents de l'État. Il y a eu aussi une question de l'exil et l'immigration forcée, en ce sens que beaucoup de victimes, beaucoup de personnes, par peur des persécutions, ont été poussées de fuir le pays, créant ainsi une crise des réfugiés, une perte de ressources humaines importantes pour le Burundi. Il y a l'impunité et le manque de justice aujourd'hui qui sont marqués par l'absence des poursuites judiciaires efficaces contre les auteurs de torture et qui contribuent à une culture d'impunité, ce qui perpétue les cycles de violence et de violation des droits humains au Burundi. Il est donc crucial que des mesures soient prises pour mettre fin à la torture et pour fournir des soins et un soutien aux victimes. Cela nécessite effectivement un engagement fort de la part du gouvernement burundais, de la société civile et de la communauté internationale pour promouvoir les droits humains, la justice et la réconciliation nationale. Des cas de torture se remarquent au Burundi, même si le gouvernement burundais cesse de le nier. C'est le constat amer de l'organisation SOS Torture. Denis Ndaïchemedze, porte-parole de SOS Torture, dit que son organisation restera toujours aux côtés des victimes et de leurs familles. Écoutez-le. Et en cette journée internationale de soutien des victimes de la torture célébrée chaque 26 juin, aujourd'hui, les organisations burundaises de défense des droits humains ont préféré célébrer cette journée en collaboration avec les victimes. Et nous avons constaté que la torture est une réalité au Burundi, bien que l'État du Burundi continue à le nier. Notre message principal est que la torture est une violation grave des droits humains qui doit être condamnée sans équivoque. Nous appelons les autorités burundaises à renforcer les mesures de prévention de la torture et à garantir que les auteurs et les complices soient tenus responsables et que les victimes obtiennent justice et réparation. Nous recommandons au gouvernement du Burundi de mettre en œuvre les recommandations de la Commission contre la torture de novembre 2023. Et en tant qu'organisation de la société civile, nous rassurons que les victimes et leurs familles, que nous allons rester à leur côté et continuer à suivre l'avancement des dossiers soumis aux différents mécanismes et juridictions internationales pour que les crimes commis ne restent pas impunis. Vous suivez la synergie des médias. L'Organisation mondiale contre la torture, OMCT, accuse Gitega de rester silencieux sur les actes de torture commis contre les citoyens. Dans une interview accordée à la synergie des médias, cette organisation onusienne affirme avoir les preuves de l'implication et du rôle primordial joué par le service national de renseignement burundais dans ce crime abominable. L'exemple illustratif donné est celui d'un membre du parti MSD arrêté lors des manifestations contre le troisième mandat de feu président Pierre Nkurunziza. Suivez Isidore Nguele, responsable de l'OMCT Vivo Afrique. Monsieur Rimana a été arrêté en 2015 alors qu'il participait à une manifestation pacifique. Il est membre en fait d'un parti politique, le Mouvement pour la solidarité et la démocratie, donc le MSD. Il participait à cette manifestation le 12 mai 2015 et il a été arrêté par des policiers de la garde républicaine et a été conduit au service national des renseignements, où il a été détenu pendant 1 mois. Il a subi des actes de torture, il a été frappé avec plusieurs outils, avec des crosses d'armes, avec des bâtons. Il a été ligoté. Il a été privé de repas et privé de soins. Il dormait à même le sol et il était insulté par les policiers qui le gardaient pendant toute la période de sa détention. Il a réussi à s'échapper 1 mois plus tard et il a trouvé refuge en exil. Et donc, il a déposé cette plainte devant le comité contre la torture
en demandant que les actes de torture qu'il a subis soient examinés par le comité contre la torture et qu'une décision soit rendue. Donc le comité a constaté, au regard des éléments de preuve qui lui ont été soumis, c'est-à-dire les rapports médicaux et les rapports psychologiques, les photos et les expertises qui ont été faites sur ses os, qu'en effet, des actes de torture avaient été perpétrés contre lui. Le comité a aussi établi que même si la victime avait dénoncé publiquement devant les autorités judiciaires ces actes de torture, l'État n'a fait aucun effort pour pouvoir investiguer et donc que l'État s'était rendu complice en fait des actes qui ont été perpétrés par ses agents. Des services nationaux de renseignement qui permettaient de pouvoir torturer des personnes politiquement engagées qui contestaient la réélection de l'ancien président. Alors la décision a été communiquée aux autorités burundaises par le Comité des Nations Unies contre la torture et le comité a demandé aux autorités de pouvoir mettre en œuvre les décisions dans un intervalle de 90 jours. Donc nous est-ce que dans un intervalle de 90 jours, les autorités judiciaires vont ouvrir des enquêtes pour identifier les personnes, donc les agents des forces de sécurité qui ont effectivement commis ces actes de torture, pouvoir les juger et ensuite de pouvoir accorder des réparations à la victime. Donc nous attendons les 90 jours pour voir exactement ce qui va se passer. Par contre, ce que nous savons déjà, c'est qu'il ne s'agit pas de la première décision qui a été rendue contre les autorités burundaises dans ce contexte-là. Et nous avons constaté qu'aucune des décisions précédentes rendues n'a été exécutée. D'ailleurs, dans la décision actuelle, le comité contre la torture déplore le manque de coopération de l'État burundais dans la mise en œuvre de la Convention contre la torture, qu'il a librement ratifié et qu'il proclame d'ailleurs à chaque fois respecté. L'OMCT précise que ce n'est pas la première fois qu'une décision est rendue à l'encontre de l'État burundais, même si aucune de ces décisions n'a été mise en exécution. Isidore Nguele fait savoir que cela ne va pas freiner les juridictions pour autant et tient à rappeler que toutes les preuves que l'organisation possède vont appuyer les dossiers déjà déposés au sein de la Cour pénale internationale. On l'écoute encore une fois. Le comité contre la torture n'est pas une juridiction, mais c'est un organe de traité quasi juridictionnel, c'est-à-dire qu'il fonctionne comme une juridiction. Et c'est un organe des Nations Unies qui a déjà été saisi et qui continue d'être saisi. Cette plainte, en fait, n'est qu'une seule parmi une série d'autres plaintes qui sont encore pendantes devant ce comité. Et ce qu'on voit, c'est que ce comité, déjà depuis presque 5 ans, dit de manière systématique que des actes de torture ont été commis et continue d'être commis. Le Burundi a été examiné devant le comité contre la torture au mois de novembre 2023 et le comité a interpellé déjà les autorités burundaises sur l'obligation de pouvoir faciliter l'accès à la justice, de pouvoir enquêter sur ces actes, de pouvoir les mettre en œuvre. Il faut comprendre que le système de protection des Nations Unies, de protection en matière de droits humains, est un système qui s'appuie et se base sur la coopération des États. Alors, il faut savoir qu'il y a d'autres mécanismes qui sont aussi saisis de la question burundaise, notamment la Cour pénale internationale qui, depuis 2017, a ouvert des enquêtes sur des actes de torture et d'autres crimes internationaux qui ont été commis au Burundi dans la même période que j'ai évoquée. Donc, ces premières décisions que nous voyons aujourd'hui permettent à la Cour pénale internationale de pouvoir continuer ces enquêtes et de pouvoir avoir une base beaucoup plus solide pour pouvoir matérialiser les poursuites qu'elle entend faire, parce que elle permet de rendre avérées les allégations qui ont été portées contre l'État du Burundi et permet aussi d'identifier les potentiels auteurs. Dans le cas spécifique, ce qu'on voit clairement, c'est que le Service national de renseignement, SNR, est le pilier des actes de torture au Burundi. Et donc, cela permet d'orienter les enquêtes de la Cour pénale internationale vers l'acteur principal qu'il faut identifier dans ce contexte particulier. Et ce n'est qu'avec la coopération de l'État du Burundi premièrement, mais des autres États, notamment de l'Union africaine et des Nations unies, qu'on peut arriver à effectivement forcer l'État du Burundi à prendre les mesures nécessaires pour prévenir et lutter contre la torture. Les hommes politiques ont également eu un mot à dire sur le phénomène de la torture au Burundi.
Le président du parti Codebu, Kefani Wizi, déplore que la pratique de la torture n'est plus un secret pour personne au Burundi et que les agents de la police chargés d'enquête et interrogatoire en ont fait un outil de travail. Kefani Wizi ajoute que même les jeunes qui ont été associés dans les comités de sécurité se sont adonnés à la torture contre la population. Suivez le président du parti Codebu, Kefani Wizi. Les actes de torture au Burundi, c'est encore une triste réalité dans notre pays parce que de tels actes sont perpétrés notamment par certains agents chargés des enquêtes pour essayer d'arracher la vérité qu'ils n'ont pas pu avoir dans les enquêtes ordinaires. De tels actes sont également commis par certains jeunes des partis politiques, soi-disant membres des comités mixtes de sécurité. Quand ils appréhendent quelqu'un accusé d'une telle ou telle autre infraction, ils peuvent le tabasser ou passer à d'autres actes de torture avant qu'il soit interrogé par des organes habilités. Et les victimes sont souvent les membres des partis politiques de l'opposition qui sont soit accusés des infractions, mais aussi ils peuvent être accusés de faire allégeance, de collaborer avec les mouvements armés. Dans ce dernier cas, c'est là où on observe beaucoup de cas de torture qui sont perpétrés par les personnes que j'ai déjà citées. Alors, le gouvernement, les institutions de la République doivent s'inscrire dans la logique tracée par la loi, parce que la loi prévoit comment les infractions sont enquêtées et sont jugées, comment soient punies, et nulle part n'est prévu la torture. Par ailleurs, la torture est une infraction et qui est bannie par la loi burundaise. C'est pour cette raison que nous interpellons la CNDH et d'autres organes de l'État chargés des enquêtes et de ne plus utiliser cette procédure de torture pour faire cracher la vérité, et que la CNDH devrait faire une observation minutieuse pour dénoncer de tels cas, et les autorités devraient d'abord punir des agents des enquêtes ou d'autres personnes qui s'adonnent à torturer d'autres personnes pour quel motif que ce soit. L'ancien vice-président de la République, Frédéric Ramboguinyumbira, explique lui que les auteurs de la torture se sont expérimentés dans ce domaine à travers le mouvement rebelle CNDD-FDD à l'époque du maquis. Il démontre comment la torture a été une pratique et un mode de conduite au sein du parti au pouvoir depuis sa création. Il trouve qu'il ne sera pas facile de couper court avec cet usage sauvage tant que ce parti dirige le pays. Suivez Frédéric Ramboguinyumbira. On peut se poser la question, pourquoi cela? Nous trouvons la réponse dans cet article écrit par M. Ruftikiri Gervais, ancien président du Sénat et ancien deuxième vice-président de la République. Et il a produit un document en 2016 qui était intitulé « Échec de la transformation du CNDD-FDD du mouvement rebelle en parti politique au Burundi, une question d'équilibre entre le changement et la continuité ». Alors pour Gervais Ruftikiri, la torture et autres traitements inhumains ont été également commis dans une sorte de trou fusilier. Pour lui, il est décrit comme ce que l'on appelait en Kirundi Ihandagi, creusé dans la terre et puis presque entièrement colmaté, insuffisamment aéré et souvent humide. Les prisonniers étaient soumis à un régime allant jusqu'à 50 coups de fouet 3 fois par jour pendant des semaines ou des mois. Pire encore, de nombreux combattants ont souffert et sont morts de tortures cruelles, notamment selon la méthode d'enterrement partiel décrite ci-dessus. C'est à la page 16 de ce document. Donc voilà, le CNDD-FDD justement, qui a échoué de se muter, de se transformer d'un mouvement rebelle en parti politique véritable qui est appelé à gérer convenablement l'État, a gardé des méthodes de punition qui ont été observées quand ils étaient en guérilla, selon M. Ruftikiri. En fait, ces pratiques, notamment, depuis d'ailleurs que le CNDD-FDD au pouvoir, souvenez-vous de ce qui s'est passé à Moyinga en 2006, lorsque 40 prisonniers ont été arrachés de la prison pour être jetés dans la Ruvubu, sur une perche traversant chaque corps, comme si c'était des brochettes. Donc, c'est pour dire que c'était des traitements cruels, inhumains. Et nous avons observé ça depuis 2006.
En 2015, je crois que ça a été le paroxysme de la chose, où il y a beaucoup de personnes qui ont été tuées et qui ont été torturées. Mais avant ça, souvenez-vous de ce qui a été fait pour l'ancien vice-président de la République, Alphonse-Marie Kadege. Ce sont les services de renseignement qui continuent à faire cette sale besogne, mais c'est fait partie. Certainement pas des spécialistes qui le faisaient quand ils étaient en guérilla. Je crois que c'est plutôt ça. Et pour endiguer cela, il faut une nouvelle vision, une vision humaine où une société doit être gérée par la loi. Ce sont les Burundais eux-mêmes qui doivent dire non, moi y compris. Voilà, c'était Frédéric Wamvugi Nyumvira, ancien vice-président de la République du Burundi. Et c'est par là que s'achève ce journal de la synergie des médias. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'organisation SOS Torture Burundi pour la collaboration dans la production de ce journal. Vous étiez avec Joséphine Jotsumundimana et Denis Basumba au micro. Au revoir et à la prochaine.